Je vais inviter Isabelle Cato et David Fernandez pour Rapide Habitat, Ludovic Herrero de Rise, et puis Karen qui va également nous rejoindre sur la scène. Je pense qu'une partie des participants ce soir se disent mais qui sont-ils? Alors pas Karen et Stéphane, ça c'est fait, mais vous-même. Ce que je vous propose en fait, c'est de nous expliquer quel est votre univers dans le monde de l'immobilier, de la construction immobilière. Vous êtes des opérateurs au niveau des entreprises. Vous nous avez préparé, je vous remercie, des images, des vidéos pour se plonger dans votre univers. Et pendant que ces images vont pouvoir passer, eh bien, voilà les têtes qui arrivent. Tac, tac, tac. Très bien. Les noms vont revenir, vous vous en souviendrez, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure. On va lancer l'image sur votre entreprise, donc Rapide Habitat, mais parlez-nous d'elle. Parlez-nous d'elle également, vous avez le micro ici avec vous. Bonjour. Alors en fait, donc on vient de la promotion immobilière. On a fait également des lotissements et on était tranquille, parce qu'on a 6-7 sociétés. Et les gens sont venus nous voir. On ne va pas revenir sur le contexte économique en nous disant on a un problème aujourd'hui, on a du mal à vendre des terrains, les délais sont rallongés, on a du mal à trouver des constructeurs. Donc on s'est dit qu'on allait faire un métier qui était un peu lié à ce qu'on faisait, mais différent. Donc on s'est lancé en fait dans la création de Rapide Habitat. Bon, auparavant, on avait rencontré Fabrice il y a 15 ans qui nous avait suivis sur des lotissements et grâce à lui, on a pu développer nos sociétés puisque c'est quand même important d'être suivi par des gens qui croient en nous. Donc aujourd'hui, c'est de la maison qui est fabriquée en fait hors site. Donc ça sort vraiment du schéma qu'on a l'habitude de voir. C'est totalement disruptif comme mode de... Tout à fait. De construction de maison. Fabriqué en usine de A à Z avec les normes françaises. Donc c'est-à-dire avec les normes qu'on connaît tous, l'ARE 2020, les normes thermiques, les normes sismiques, et sur des produits de qualité. Aujourd'hui, les gens veulent être propriétaires de leurs biens, mais ils veulent être propriétaires de leurs biens rapidement, en maîtrisant leurs coûts. Vous avez préparé votre affaire tous les deux, David. Donc moi, je suis David Fernandez, je fais de l'immobilier d'origine portugaise. Vous doutez bien que j'ai pas commencé comme pâtissier, j'ai commencé dans le bâtiment. Donc, il y a des images d'Épinal vraiment incroyables. Et donc en fait, effectivement, on était trop soumis, dont une de nos sociétés fait de la maîtrise d'œuvre. Et on était trop soumis à des délais de chantier qui sont rallongés. On l'a vu justement juste avant que les délais étaient rallongés. Qui dit délai rallongé, dit des coûts supplémentaires. Et le but était de pouvoir proposer des produits entièrement finis. Et en étant complètement hors site, on n'a plus de problème d'intempéries, plus de problème de délai d'approvisionnement et ainsi de suite, parce que tout est fait dans l'entreprise. Et on a juste à le livrer. Donc le principe est de pouvoir le construire en 180 jours, avoir un cahier des charges qui soit vraiment très draconien, être RE 2020, voire on arrive à faire même des maisons passives. Et non, vous inquiétez pas. Et justement, arriver à livrer des maisons qui soient entièrement finies. Et sur les images, vous avez dû voir, la maison, quand elle arrive, on fait vraiment que de l'assemblage, mais que ce soit peinture, électroménager, tout est fait en usine. Le principe, c'est d'avoir le moins d'activité sur le terrain sur lequel va être faite la maison. Le principe, c'est de faire 100% en usine. Très bien. Wow. Voilà. Activité effectivement totalement disruptive par rapport au marché habituel. Ludovic, pour comprendre là aussi l'environnement, l'univers, l'activité de Rise. Rise est une société de promotion immobilière qui fait uniquement de la réhabilitation. Donc on est promoteur de renouvellement urbain. On est une émanation d'une société de promotion neuve montpelliéraine. Et là, on va voir simultanément des images d'un magnifique chantier qui a été réalisé sur Marseille. Exactement. Un magnifique chantier dans ce qui était un ancien couvent. Vous avez des superbes images de la chapelle à l'intérieur qu'on est en train de réhabiliter. La livraison est pour dans 2-3 mois. Donc je disais, on est émanation d'une société montpelliéraine de promotion qui fait que du neuf. Et notre société Rise, donc, elle ne fait que de l'ancien. Et quand je dis qu'on est promoteur, c'est le même modèle que de la VFA, mais c'est dans l'ancien. C'est de la vente en état futur rénové. Et donc on travaille sur tout le bassin méditerranéen, principalement à Marseille, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de boulot pour la réhab. Et donc nous, notre objet, c'est pas du tout, comme ça a pu être évoqué avant, d'acheter et de revendre en faisant le moins de travaux possible. Nous, au contraire, plus il y a de travaux, mieux c'est. On récupère un site dans quel état? C'est-à-dire vous dites, ok, je prends un site pour le rénover, mais c'est quel type d'état on a? Là, la construction était déjà en cours ici. On peut récupérer différents types de sites. Alors nous, la chose principale, c'est qu'on travaille en cœur de ville.
Ça, c'est un élément essentiel. Donc, on achète des actifs qui sont uniquement au cœur de ville. Après, ils peuvent être de type standard et extrêmement dégradés. Donc, on travaille sur des immeubles assez classiques. On travaille aussi sur des immeubles qui sont moins dégradés, mais qui ont un cachet très particulier. Donc, on va aller vouloir restaurer et lui redonner un peu son lustre. C'est le cas à Montpellier, sur un immeuble qui se situe sur la place des Halles Castellanes, au 10 rue Saint-Guilhem, qui est un très bel immeuble d'angle. Donc voilà, on a ces deux typologies. Là, ce qu'on voit en image, c'est un ancien couvent avec une chapelle, donc on est plutôt sur le côté restauration patrimoniale et élégante. Et on fait tout ça avec, évidemment, pour nos investisseurs, un enjeu fiscal à la fin de l'histoire, puisque les travaux sont défiscalisables. Il y a une certaine logique aussi de retravailler le tissu urbain au regard de la loi ZAN que tu évoquais, Stéphane, c'est-à-dire rebâtir la ville sur la ville et éviter de prendre sur les zones dites naturelles, en tout cas pas construites. Maintenant qu'on a une idée de vos univers, je vais revenir vers vous tout à l'heure, mais je voudrais tout d'abord lancer Stéphane sur une question au regard de l'activité de la private equity qu'on a comprise maintenant. C'est dans la vraie vie, comment s'opère le choix d'aller sur telle ou telle opération qui est proposée à Baylar Private Equity? Alors, une opération, c'est avant tout, évidemment, un entrepreneur. Donc, la première démarche, elle va être de s'attacher à la qualité de la relation qu'on va mettre en place avec cet entrepreneur. C'est évidemment essentiel. S'il n'y avait pas ces éléments, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est au début de la relation, au montage de l'opération, et puis après, évidemment, pendant tout le suivi jusqu'au débouclage de l'opération. Ensuite, évidemment, on a un prisme qui est essentiel, qui est notre prisme depuis toujours. C'est premièrement la sécurité de l'opération, et deuxièmement la rentabilité. C'est ce prisme-là qu'on a en permanence. La sécurité pour qui? La sécurité pour les investisseurs, pour nous, pour que l'opération, et même pour l'opérateur. Il nous arrive parfois de dire à des opérateurs, ne faites pas cette opération. Donc, parce qu'on détecte des choses qui ne vont pas, voilà. Donc c'est notre ingénierie derrière. Question miroir, à vous deux. Qu'est-ce qui fait que ça vous plaît de travailler avec Baylar Private Equity? Quand on est indépendant, s'il est vrai des choses qui réussissent, c'est bien. Quand on est indépendant à son compte, c'est pas évident d'avoir des professionnels avec lesquels on peut échanger sur les parties de financement, pas nommer les banques. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et l'approche de Fabrice et ses équipes, quelque chose qui nous correspond mieux, parce qu'effectivement, on va plus creuser les sujets, avoir un vrai échange et pouvoir développer des sociétés nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est compliqué. Quand on n'a pas de recul sur des produits, d'avoir des gens qui suivent les projets. Comment s'est créée la connexion au départ avec l'équipe? Vous les avez trouvés, je n'en sais absolument rien. Vous connaissiez le bouche à oreille, Internet. Comment s'est créée cette connexion? On a commencé avec PME Invest sur des lotissements, en fait. Et à l'époque, moi, je développais du logement aidé et du logement en accession. Et c'est vrai qu'on avait déjà fait des lotissements, donc Fabrice avait entendu parler de nous, et à un moment on s'est dit pourquoi pas. Enfin, c'est comme un couple, quand on se rencontre, on ne se pose pas la question. Donc voilà, et en fait ça a matché. Ludovic, cette connexion avec Baylar Private Equity, comment a-t-elle été vécue? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'opération puisse s'engager? Elle s'est très bien passée. On a aussi remboursé dans les temps tout ce qu'on a emprunté auprès de cette société. Je vous rejoins, les banques c'est très difficile et on a le sentiment qu'elles se sont éloignées du business, c'est-à-dire que leur façon de manager le risque est déconnectée du sous-jacent. Alors qu'avec Fabrice, on a tout de suite eu le sentiment qu'il y avait une vraie façon de décortiquer le bilan et de dire j'y crois aussi pour plein de raisons. Et c'est un des sujets que je trouve moi très intéressant dans l'immobilier. C'est que le sous-jacent il est concret, il est clair, il est lisible, et si on met une data précise, en réalité, on est en mesure d'adoucir au maximum le risque. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé avec Fabrice. Ça s'est passé aussi sur notre premier dossier avec des temps courts. Sur un gros montant ? Sur un très gros montant dans des temps très courts. Et ça s'est très bien passé, très content. Comment ça se vit, puisqu'on a dit qu'on allait sous le capot de la voiture, qu'on allait chercher à bien comprendre c'était quoi la vie finalement d'une opération entre des opérateurs que vous êtes et puis Baylar Private Equity. Stéphane, entre les dossiers reçus et puis les dossiers engagés, établis, stabilisés entre l'opérateur et Baylar Private Equity, ça se passe comment?
C'est juste un tableau Excel avec des cases à cocher ou il y a quelque chose de supplémentaire? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, parfois, des dossiers nous sont amenés selon un modèle. Et puis, en fait, on travaille, c'est ce que je disais tout à l'heure, on travaille sur de l'ingénierie. Alors, parfois, on va modifier le modèle. Ça peut se traduire, par exemple, par soit une modification de l'apport de l'opérateur. Ça peut se traduire aussi par une augmentation des garanties, une recherche d'optimisation de l'opération avec une meilleure rentabilité, puisque on a le risque commun et la rentabilité commune, bien entendu, et toujours sous le même prisme, hein, sécurité, rentabilité, ça c'est un leitmotiv. Donc, on aime les dossiers atypiques, hein, c'est souvent ça qui se passe. Pourvu qu'ils soient sécurisés et rentables, tout va bien. Voilà. Et sur le plan administratif, alors ça c'est important aussi, on a un système, on se met au niveau des opérateurs. Par rapport à une banque, bon, je ne vais pas citer les banques, mais comme vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'une banque parfois a tendance à avoir des modèles, en fait, tout simplement de listes de documents à fournir. Il faut cocher les cases, et si ça coche pas les cases, ça fonctionne pas. Nous, on essaie de nous mettre au niveau de l'opérateur, à aller chercher les documents dont vraiment on a besoin pour s'assurer de la rentabilité et de la sécurité de l'opération. Ça prend combien de temps, ces échanges, typiquement, entre un dossier qui arrive chez vous, au niveau de By Priority Equity, et puis le fait de dire « OK, go, ça y est, on est OK pour y aller ». L'opérateur est d'accord également, peut-être pour des ajustements amenés, vous allez en parler, vraisemblablement. C'est combien de temps? Alors, c'est variable, parce que on voit que parfois, ça peut durer très court le temps, hein, puisque le besoin peut être rapide. L'important, c'est de faire l'étude complète. Après, on passe notre temps à étudier ces dossiers-là. S'il faut qu'on passe 2 jours à étudier un dossier, on va passer 2 jours, on va se focaliser dessus pour aller vraiment à l'essentiel en fonction de en fonction de l'urgence de l'opérateur. Mais on ne passera pas à côté de l'étude complète du dossier. Et vous, opérateur, vous le vivez comment, cet ajustement, cette ingénierie finalement qui est faite par By Priority Equity? Parce que quelque part, ils viennent peut-être bousculer vos certitudes sur la manière de conduire un projet? Non. Non, tout va bien? Non, ça se passe très bien en fait. Et on a créé Rapid Habitat en échangeant, puisqu'on a déposé la société après, mais ça a l'air facile, mais c'est structuré, donc c'est quand même 2-3 ans en fait de réflexion avant de monter cette société, et c'est lié aussi à l'évolution de notre société avec le RSE, avec les empreintes carbone, avec beaucoup de choses. Donc en fait, là c'était lié à la femme de Monsieur Baïla qui nous a lancé sur le RSE. Voilà. Une valeur de fond finalement qui vous amène à travailler de cette manière-là avec un chef d'entreprise. Je pense qu'il écoute tout le monde et qui doit savoir voir ce qui est bon pour lui et ce qu'il doit éviter. David, apparemment souhaitait compléter. Non, juste, en fait, avec Fabrice, on a une méthode de travail qui est quand même assez complète, c'est que, pour notre part, quand on va le voir, on a un peu une exigence sur les dossiers et on veut que le dossier soit le plus complet possible, parce que nous, on vit le dossier, on sait ce qu'on fait, mais lui doit pouvoir le comprendre. Et le principe de base, c'est que si lui ne le comprend pas, il ne pourra pas le financer. De toute façon, c'est logique et il ne pourra même pas l'expliquer à ses investisseurs. Et par exemple, quand Isabelle disait qu'on a passé 3 ans à modéliser, à trouver les solutions avec des bureaux de contrôle, des ingénieurs, des architectes, et ainsi de suite, c'était pour arriver à Fabrice et lui donner un dossier complet. Et alors, il y a de la lecture, mais au moins, il a un dossier qui est complet et ça lui permet, je pense, d'avoir la garantie pour lui et pour ses investisseurs, et puis même pour nous, en fait, et puis ça nous permet aussi, lui, d'avoir une vue d'extérieur pour savoir si on est dans le bon chemin ou pas, parce qu'on peut aussi se tromper. Et en fait, c'est bien d'avoir une vue extérieure à la mentalité, dans l'objectif qu'on avait, nous. Vu l'état d'esprit de la première partie de la présentation de By Priority Equity tout à l'heure, on sentait une certaine, j'allais dire rigueur, un certain professionnalisme, rigoureux au sens exigeant, mais on pressent effectivement que pour dire go, on va sur un dossier, il faut maîtriser la connaissance du dossier, dans sa globalité, dans les détails. C'est vraiment ça qui est attendu. Au niveau des RISE, alors, entre le projet de départ qu'il y avait dans votre entreprise et puis le travail fait avec By Private Equity, qu'est-ce qui a pu bouger? Comment ça s'est fait? Combien de temps ça a pris? Alors on a fait plusieurs opérations ensemble, mais celle qu'on a vue en vidéo, qui était la principale, qui était une opération de portage, du coup. Donc d'un autre modèle qui était présenté plus tôt. Là où je vous rejoins, c'est que effectivement, en tout cas pour des opérateurs de structure familiale et de taille qui ne sont pas Nexity,
un dossier, on y met une énergie colossale, donc on le connaît sur le bout des doigts et impeccablement. La vraie question ensuite, quand on va consulter Fabrice et ses équipes, c'est comment on vient mettre tout ça en page de manière extrêmement claire pour qu'il réponde à toutes nos questions. Et c'est là qu'ils ont eu la capacité d'être rapides. C'est parce qu'ils ont eu la capacité et la volonté en tout cas de prendre le temps, de se mettre en priorité sur le dossier quand il semblait qu'il était urgent, mais ça n'a pas du tout, ça les a pas du tout empêchés de nous cribler de questions. Et puis on a un échange long, on discute du projet. Je pense qu'ils se rendent compte qu'on le connaît sur le bout des doigts parce qu'on le travaille corps et âme. Et ensuite on restitue au maximum la documentation claire pour que ce soit passé par écrit. Alors des fois, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que c'est pas compliqué? Si, des fois, il y a des choses qui sont bien logées dans notre tête. Et puis le fait de faire l'exercice, de les passer proprement sur un Excel pour un tiers, c'est du boulot. Mais c'est challengeant, ça nous permet aussi de se remettre en question. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Cette notion d'opération en portage, qui est l'une des caractéristiques de ce que Baila Private Equity peut réaliser, qu'elle est capable de réaliser, c'est quoi dans le suivi pour les investisseurs? C'est l'un de tes rôles, Karen, dans l'entreprise. On a des investisseurs présents, portage, ok, mais la suite, c'est quoi? Le suivi se passe comment pour eux et avec eux? Alors, le suivi, il y a d'abord une partie administrative sur le bien lui-même, puisqu'on est propriétaire, qui va être donc au niveau des impôts, des assurances, la relation avec le syndic s'il y en a un, d'accord. Et ensuite, il y a la partie commerciale, qui est donc le suivi des ventes et des encaissements. Donc, je tiens à souligner, le plus important, s'il vous plaît, est le choix des notaires, car la difficulté peut être là quand ils ne dominent pas le portage. Très important. Et là, c'est une valeur ajoutée vraiment qui est apportée dans la mise en œuvre, dans le temps des opérations. Puis ça correspond également à cette confiance que les investisseurs mettent dans les opérations. Tout à fait, puisqu'à tout moment, le suivi leur est remis, qui fait partie aussi d'ailleurs du rapport trimestriel. Ça va être un gros sujet, beau sujet pour la seconde table ronde. J'aurais volontiers envie de vous poser encore une question, parce que Stéphane, avec Fabrice tout à l'heure, vous parliez de délais qui bougent, qui changent, 9 mois et quelques, devenus 15 mois et quelques. Ce n'est pas des retards dans les opérations, c'est la réalité du temps nécessaire pour les opérations. Vous sentez, au niveau de Rapid Habitat, au niveau de Rise, vous sentez quoi d'un point de vue des tendances du marché? Ces chiffres-là vous étonnent, vous semblent évidents? Ça va se stabiliser? Ça risque d'augmenter? Quelle tendance se sentez-vous? Il y a eu effectivement une hausse soudaine et féroce des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui ont rendu extrêmement difficile l'investissement immobilier. C'est des difficultés qui se sont senties à des vitesses variables. Il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Moi, j'ai constaté en tout cas que le secteur de l'aménagement semble souffrir nettement plus que, par exemple, que l'immobilier classique dans l'ancien. L'immobilier neuf aussi peine, puisque la difficulté dans l'immobilier neuf, c'est qu'on sort des programmes à 40, 50, 60, 100 logements, et donc pour avoir une GFA, il faut en avoir vendu au moins la moitié. Voilà, l'atteindre est difficile. Donc clairement, c'est un contexte extrêmement complexe. Globalement, j'ai l'impression que, et surtout j'ai la conviction que les prix de l'immobilier ne peuvent pas baisser de manière drastique, eux. Ils ont toujours été robustes. Moi, je suis très convaincu par la courbe qu'on a montrée tout à l'heure. Si on regarde la seule baisse sur les 20 dernières années, c'est en 2008, et c'est une baisse de moins de 10%. Donc malgré tout, nous, sur nos bilans d'opérateurs, si vous voulez, le risque, c'est effectivement de réduire nos marges pour faire tourner le produit et puis passer à l'étape d'après. Mais voilà, et c'est là qu'il y a peut-être des retards qui se créent. C'est le temps de se convaincre qu'il faut baisser un peu nos prix. Mais en tout cas, moi, je constate sur plein de produits qu'on vend depuis 2 ans, si on est au bon prix, ça se vend. Donc, pas très inquiet, mais effectivement, c'est pas la fête à la maison. D'accord. Isabelle David, vous êtes sur un format assez particulier, parce que tout à l'heure, on voyait en haut à gauche 180 jours, c'est-à-dire qu'il y a un chrono qui est lancé d'emblée. Alors, on a 180 jours, effectivement, de construction et de livraison. Donc, c'est assez court. Ça permet de coller aujourd'hui au délai administratif de permis d'urbanisme pour pouvoir poser les habitations. Ça permet de réduire les coûts puisqu'on évite les intérêts intercalaires pour les acquéreurs. Et ça répond quand même à une demande où aujourd'hui, il n'y a personne qui a envie d'avoir un bien en 2 ans, 3 ans. Les gens veulent pouvoir habiter chez eux rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous,
On a fait un domaine de 122 lots à peu près sur le même principe, mais avec des normes différentes. On s'est rendu compte que les gens arrivaient, ils achetaient contents. Et on a vendu 122 lots en 3 ans. Donc il y a quand même un marché immobilier qui est là. Après, il faut savoir répondre aux demandes, même s'il est un peu ralenti. Si on traverse un peu de vagues, on préfère du sport, mais il y aura toujours de l'immobilier. De toute manière, il faudra toujours qu'on se loge. Donc à un moment, il faudra répondre à la demande. C'est la courbe effectivement de tout à l'heure qui synthétise parfaitement cette sensation des tendances du marché. Merci beaucoup à vous tous d'avoir apporté vos éclairages avec différents points de vue sur le sujet de cette relation entre opérateurs et Buy Now Private Equity. Merci beaucoup.